Amis des testeurs en tout genre, bonjour. Alors, l'histoire de CP0132 a commencé il y a à peu près 2 semaines, je crois, parce que on m'a encore apporté une clôture électrique HS, encore une, j'arrête pas. Et c'est une clôture, j'avais jamais vu ça, elle contient 4 thyristors. Et je me suis dit, voilà, enfin pour la réparer, j'allais encore avoir besoin probablement de tester ces 10 thyristors. Or, tester des thyristors, c'est pas que ce soit compliqué en soi, mais c'est pas facile à faire, voire impossible de le faire simplement avec un multimètre. Et à chaque fois, il faut faire un petit montage comme ça pour le faire. Bon, c'est pas que ça soit compliqué en soi, mais c'est assez embêtant finalement. J'ai dans les cartons depuis longtemps de faire un appareil pour tester et mesurer les caractéristiques des thyristors et des triacs et tout, mais c'est un truc assez compliqué et tout. Puis en fait, je me suis dit que ce qu'on cherche à avoir dans le cas des réparations, c'est notamment de mesurer les caractéristiques. À la limite, on s'en fout. Tout ce qu'on veut savoir, en gros, c'est si le composant il est bon ou il n'est pas bon. Et donc, je me suis dit, voilà, c'est peut-être enfin l'occasion, depuis le temps que j'ai envie de le faire, d'étudier, faire un petit appareil pour tester rapidement les thyristors, les triacs, pour voir s'ils fonctionnent ou pas. Et donc, on trouve plein de schémas pour le faire. Enfin, c'est pas quelque chose de compliqué en soi. Et donc, voilà, j'ai commencé à faire le schéma de mon système. Et au fur et à mesure que je le faisais, je me suis dit, tiens, finalement, en rajoutant 2-3 trucs, on peut même l'étendre. Et à la fin, je suis arrivé au design d'un appareil qui non seulement, comme on va le voir, teste très bien les thyristors et les triacs, mais teste aussi la plupart des petits semi-conducteurs de puissance qu'on peut trouver. Transistors à jonction, PNP, NPN, Darlington, MOSFET, diode, voire même, on va le voir, les diacs. Enfin voilà, donc je veux dire, c'est un appareil qui va juste permettre donc très facilement de tester si ces composants fonctionnent. Et c'est tout, hein, il n'a pas d'autre prétention que ça. Et donc, je l'ai monté en plus dans un petit tiroir Tektronix, hein, vu que moi j'en ai plein, trucs comme ça. Et finalement, c'est comme ça qu'est né CP0132. Et comme on peut voir, hein, moi je l'ai mis dans ce tiroir standard, de type TM500 Tektronix. Alors, si vous voulez faire cet appareil, vous verrez qu'il n'y a rien du tout qui l'oblige de le mettre dans un truc comme ça. Vous pourrez le monter dans n'importe quel type de boîtier, il n'y a absolument aucune spécificité avec ce système Tektronix. Alors, ce que je vous propose, c'est déjà de vous montrer un petit peu comment il fonctionne, de vous faire quelques démos. Après, nous allons voir le schéma de cet appareil, et finalement, je vous montrerai aussi rapidement comment je l'ai fabriqué. C'est parti. Alors, voici CP0132, hein, qui s'appelle aussi TT501, histoire d'avoir une dénomination compatible avec les tiroirs Tektronix. Alors, comment se présente cet appareil? Alors, c'est simple, il y a ici 3 bornes de sortie. 2 ici vont permettre, en gros, d'appliquer une charge sur le semi-conducteur testé. Charge dont on peut régler ici la polarité. C'est-à-dire, ça peut être une charge, alternative, d'une tension à peu près de 25 volts RMS, ou une tension négative ou positive. Cette charge, on peut en régler le courant grâce à ce bouton. Donc ça peut aller à peu près de 20 milli, 50 milli, 100 milli, 200 jusqu'à 350 mA. Et on a ici 2 LED qui, selon le sens du courant dans la charge, vont s'allumer. Donc ici, une LED rouge quand, on va dire, le courant va, enfin c'est toujours pareil, hein, l'essence du courant, il y a plusieurs façons de le voir. Mais enfin, en gros, quand le courant, on comprend, va du plus, on va dire, vers la masse, ou ici, dans l'autre sens, c'est cette LED-là qui s'allume. Ensuite, il y a la partie, on va dire, commande, hein, c'est ici la sortie gate, qui est normalement en l'air, mais que l'on peut, soit de façon temporaire, en appuyant ici un petit coup vers le bas, ou de façon continue, mettre en route. Et le courant dans cette gate va pouvoir être réglable via ici ce potentiomètre, par en gros entre 1 milli et 100 milliampères. Ensuite, ce bouton ici permet de temps en temps de couper la charge. On va voir que quand on teste en continu dans des thyristors, pour les désamorcer, on peut ici appuyer sur ce bouton. Et là, pareil, on peut choisir le type de tension de gate. C'est-à-dire, ça peut être une tension continue positive de l'ordre de 12 volts, la même en négatif. Ça peut être assez plus, assez moins. C'est en fait des tensions positives, négatives, mais qui vont suivre les alternances, on va dire, alternatives, ou vraiment ici une tension alternative. Et pour finir, on a ici cet interrupteur qui permet en gros de connecter la charge. Bon,
Je me suis tâté de le mettre ou pas, mais enfin ça permet, quand on branche, de ne pas risquer de faire des fausses manips ni rien, on branche comme on veut, et hop, voilà, on le met en route, et quand on le met en route, on a cette LED jaune qui montre que la sortie est active, et ici cette LED qui, comme on peut le voir, selon la polarité de la guette, est soit rouge, soit verte, et c'est pareil, c'est un petit rappel de comment c'est réglé. Là, ici, pour, en gros, la description. Ce que je vous propose de faire, c'est de tester avec différents types de semi-conducteurs. Alors, le premier test que l'on va faire, qui est le test, on va dire, le plus simple, c'est de tester une diode. Donc, dans le cas d'une test de diode, bien sûr, la partie gate ici n'est pas utilisée. Et là, bah, voici une bête à N4007. On peut brancher l'anode, donc, sur cette sortie ici, anode, et la cathode sur la masse. Donc, pour faire ce test-là, comment on va faire? Bah, on va se mettre ici une tension alternative, et là, choisir le courant. Alors, généralement, l'idée pour tester, bah, c'est déjà le courant le plus haut qu'accepte le système. Alors, bien sûr, dans les limites de ce que peut gérer ça. Par exemple, une diode à 1,4007 gère jusqu'à 1 ampère, donc on peut très bien ici directement aller sur 350. Donc là, on va se mettre donc en tension alternative, et derrière, on va pouvoir mettre en route la sortie. Là, on constate qu'il y a cette LED rouge qui s'allume, ce qui est tout à fait normal. En gros, ça veut dire que bah, le courant ne passe bien que dans un sens, ici. Voilà, donc on pourrait très bien tester en continu. Voilà. Là, c'est pareil, on aurait la LED rouge, et quand c'est inverse, rien du tout. On peut noter que si j'inverse la diode, bah là, c'est la LED verte qui s'allume, ce qui est, ma foi, tout à fait conforme aux attentes. Donc voilà pour le test de diode, on voit que c'est vraiment quelque chose de très simple. Alors maintenant, nous allons tester un thyristor, hein, qui est finalement une des raisons pour lesquelles j'ai fait cet appareil. Alors le thyristor, pour le tester, comment on va faire? Bon, on va mettre ici la cathode sur la masse, l'anode sur la sortie anode, la guette sur la gâchette, hein, ici. Là, pour info, je teste un TIC 126, donc qui tient largement 350 mA. Et là, on va le commander donc avec une tension, une alternance positive ici sur la gâchette. Alors, la charge ici toujours alternative. Donc là, allons-y. Donc là, on va le mettre ici en route. Donc là, déjà, on constate qu'il n'y a rien qui s'allume, ce qui est tout à fait normal. On va mettre en route la gâchette. Et là, on voit aussi qu'il n'y a rien qui s'allume. Pourquoi? Parce que le courant dans la gâchette n'est pas suffisant. Et là, on va augmenter tout doucement le courant de gâchette jusqu'au moment où on va atteindre, voilà, toc, le seuil suffisant pour qu'il se déclenche. Et là, on voit très bien que, bah voilà, il se déclenche bien, passer ici un certain courant. Donc ce thyristor, il est bon. Donc ça permet de le tester, on va dire, en alternatif. On voit aussi que si on coupe la gâchette, et ben voilà, il n'y a plus de système. Alors on peut aussi le tester ici en continu. Donc là, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est avoir une commande de gâchette continue, une source ici continue, et là, si maintenant je mets en route, il n'y a rien. Voilà, là on voit que si je le déclenche, bah, il reste passant, et il sera passant jusqu'au moment où j'interromps la charge. Je rappelle qu'un thyristor, une fois amorcé, il va rester passant tant qu'il y a un courant qui le traverse, qui est supérieur à ce qu'on appelle sa limite de courant de maintien. Donc là, on le voit très bien, toc, là, il se déclenche, là, il s'arrête. Donc voilà, pour tester les thyristors, on peut le voir, c'est très très simple. Alors maintenant, nous allons tester un triac, hein, qui est là un BT139, hein, voilà, que j'ai branché ici. Et là, donc c'est pareil, hein, on va brancher A2 sur la masse, A1 sur la sortie ici anode, et la gâchette sur guette. Donc pour tester un triac, on va dire en son mode de fonctionnement le plus fréquent, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre la charge ici en alternatif, la commande de gâchette aussi en alternatif. Et là, pareil, on va régler le courant. Donc là, bah, je le règle pareil sur le maximum. Alors, il tient bien plus que 350 mA, ce triac. Bah, on va le tester ici avec. Donc là, pareil, hein, on va faire comme pour le thyristor. Donc on va mettre ici en route, mettre en route la gâchette. Donc là, on voit qu'il n'y a rien qui s'allume, ce qui est normal. Et au fur et à mesure qu'on va augmenter le courant de gâchette, on va voir que... Alors déjà, on note qu'il n'y a qu'une alternance ici qui s'allume. C'est-à-dire qu'on voit qu'il est plus sensible d'un côté que de l'autre. On voit que pour atteindre le deuxième, il faut que je l'augmente sensiblement. Ce qui est, ma foi, assez souvent. Hein, c'est assez souvent que les triacs, c'est pas vraiment symétrique. Et là, bah voilà, là on voit bien que il fonctionne bien sur ces deux alternances.
Donc ça, ça fait bien le job. Alors pareil, comme pouvoir tester le Triac sur ce qu'on appelle ces différents cadrans. Bon, c'est pas le but de la vidéo, mais je rappelle qu'en gros, il y a 4 cadrans. Hein, les cadrans, en gros, c'est comment sont les polarités de la commande par rapport à la polarité de la charge. Donc là, par exemple, si je mets une charge positive et la gâchette positive, voilà, bah là, je teste le cadran 1. Et là, on peut voir que, toc, une fois que j'envoie une impulsion positive, il se met bien ici en route, voilà, et qu'il reste passant pareil, comme le thyristor. Hein. Je rappelle qu'un Triac, c'est 2 thyristors tête bêche. Si maintenant on veut tester l'autre partie, bah là, c'est assez facile. On va pouvoir inverser la tension de gâchette, inverser la tension de charge, et là, toc, voilà, maintenant, bon, on voit qu'on teste l'autre thyristor. C'est-à-dire, quand je le mets ici en route, eh ben, c'est bien un niveau négatif qui se met là. Alors, on va même pouvoir tester, par exemple, le fameux cadran 4, qui fait que, même avec une charge ici négative, on va le commander à quelque chose de positif. Voilà. Et là, on voit que ça fonctionne bien. Vous voyez, là, c'est le fameux 4e cadran, hein, qui est utilisé. Ce qui montre que sur un Triac, on peut éventuellement commander les 2 alternances avec simplement une tension, on va dire, positive, entre guillemets, sur la gâchette, sachant que généralement le courant nécessaire pour le commander dans le 4e cadran est généralement un peu supérieur, on va dire, à ceux des 2 autres. Mais voilà, là on voit que j'arrive bien à le commander avec une alternance positive. Bien, alors comme j'ai dit, on peut aussi tester les transistors. Donc voilà un bon vieux 2N3055 des familles. Voilà. Et pour tester les transistors, donc là, on va mettre ici en charge une tension positive, en commande une tension positive. On va partir du courant de base le plus faible. Et allons-y. Donc là, on met en route. Et là, quand on met en route la charge, il ne doit rien passer dans le transistor, hein, vu que la base n'est pas commandée, et là on voit que c'est normal. Ici, quand on active la base, il va éventuellement passer. Alors bien sûr, selon le gain du transistor, on peut être amené à mettre le courant. Là, apparemment, il a assez de gain pour que même avec on va dire, le courant minimum ici, on voit que ça suffit à le saturer largement. Et voilà, donc ça, on teste que ce 2N3055, bah, il fonctionne très très bien. Alors on peut aussi tester les transistors PNP, hein, le 2N3055 c'est NPN. Donc on le branche exactement pareil, hein, l'émetteur ici sur la masse, le collecteur ici et la base là. Mais bien sûr pour tester un transistor PNP, eh ben, nous allons juste inverser ici les polarités. Voilà, donc la base se commande en négatif, la charge en négatif. Et là, pareil, si on met en route, il n'y a rien qui passe. Là le courant est peut-être un peu fort, voilà, parce que là je teste un transistor qui est plus... on va dire faible, et toc. Et là, on voit très bien que le transistor est bon, à mesure où, pareil, quand je mets ici un courant de base, eh ben, on voit qu'il passe bien ici un courant entre le collecteur et l'émetteur. Donc, ce transistor est bon. Pour info, on peut aussi tout à fait tester les transistors d'Arlington sans aucun problème. Alors maintenant, ce qu'on va faire, eh ben, on va tester un MOSFET, par exemple, et on va voir que ça peut aussi le faire sans aucun souci. Là, je vais tester un MOSFET, donc canal N. Donc là, pareil, hein, j'ai branché la source ici, le drain ici, la grille là. Bon là, comme ça se commande qu'en tension, on peut laisser ici le courant au minimum, enfin le mettre au maximum, ça ne changera rien. Et là, comme c'est un canal N, pareil, hein, je vais mettre une charge positive et je vais mettre une commande de grille positive. Hein, là, c'est un transistor à enrichissement. Hein. Les MOSFET à appauvrissement, je ne pense pas qu'on puisse les tester. Et là, bah voilà, on peut voir que quand j'applique une tension sur la grille, eh ben, il devient bien ici passant. Donc là, voilà, celui-là, il supporte un courant même plus important. Et donc ce MOSFET est bon, il n'y a aucun problème. Note qu'on peut même tester, si on veut, la fameuse diode parasite inverse, voilà, en inversant la polarité. Et on voit que là, ça s'allume, ce qui est tout à fait logique ici. Voilà, alors pour finir, on va tester un DIAC. Alors le test du DIAC il est un petit peu plus, enfin un peu bizarre. Bon, la plupart des DIAC ont une tension de 33 volts, donc là qui est donc inférieure à la tension de déclenchement. Donc le DIAC il n'y a pas de sens, on va le brancher ici. Comme pour les diodes, là on se fout de la guette. On peut mettre un courant de l'ordre de 50 mA. On va mettre ici une tension alternative et donc on met en route. Et là qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que dans le cas d'un DIAC, bah, les deux LED ici s'allument faiblement.
Et pourquoi elle s'allume faiblement? Parce que en fait, elle s'allume pendant très peu de temps au niveau de l'alternance. Dans la mesure, il faut que la tension alternative atteigne la tension de déclenchement du DIAC pour qu'il se mette en route. Donc ça, je veux dire, c'est un petit peu comme un PWM quelque part. Ça coupe un petit peu le système. Là, on peut le voir que s'il était en court-circuit, ça s'allumerait beaucoup plus fort. Voilà. Voilà. Pourquoi? Parce que justement, et là c'est passant tout le temps. Voilà, on voit qu'en cas de court-circuit, ça s'allume quand même plus fort. Mais enfin voilà, au pire, si on a un doute sur le court-circuit, on peut toujours tester avec un ohmmètre. Donc voilà, pour le test ici des DIAC. D'ailleurs, on voit que le DIAC, on peut aussi le tester dans les deux sens, et il s'amorce, hein, vu qu'encore une fois, la tension ici est supérieure à sa tension de déclenchement. Alors maintenant, bien sûr, je vais vous expliquer un petit peu, vous montrer le schéma de cet appareil, et aussi quelques photos de sa construction. Alors, de toute façon, ce que je vais vous montrer là, c'est une page qu'il y a sur mon site syrup.org. Donc, voilà, je vais pas tout lire dans le détail, mais je vous engage, bien sûr, d'aller voir la page si ça vous intéresse. Alors, bien sûr, je mettrai la vidéo quand je l'aurai faite, c'est l'œuf et la poule, je ne peux pas tout de suite la mettre. Ici, je rappelle rapidement à quoi sert CP0132. Hein. Je rappelle que il est quand même plutôt fait pour tester des composants déjà qui tiennent plus de 35 volts et qui sont plutôt de moyenne forte puissante. Hein. Voilà, c'est pas fait forcément pour tester des transistors HF hypersensibles. Et en même temps, CP132, c'est important, il ne détermine pas le type du composant. Normalement, on connaît le type et le brochage de composants, il permet juste de tester s'il fonctionne ici. Donc là, je rappelle en gros, un petit peu, voilà, comme je vous ai montré, tout ce qu'il peut tester. Hein, donc on peut voir qu'il teste quand même un large panel de semi-conducteurs. Je rappelle ici son principe, bon là j'ai déjà expliqué. Et alors, je vous ai fait ici un mode d'emploi. Hein, je rappelle que, c'est pour ça que je mets ici ce gros attention, selon ce qu'on teste et les réglages qu'on fait, dans certains cas, il peut y avoir du dégât. C'est-à-dire qu'il y a certains réglages qui pourront flinguer le transistor. Par exemple, si vous prenez un petit transistor, genre un BC 547, et vous lui mettez 100 milli dans la base, à mon avis, il risque de ne pas aimer. Et comme je mets ici, de se retrouver au paradis des siliconés. Donc déjà, il faut bien vérifier que, en effet, les composants qu'on teste, ils supportent 35 volts. Bon, c'est souvent le cas, mais pas forcément. Et surtout, de bien faire les réglages, les branchements qui vont bien, de façon à être sûr de rien endommager. Encore une fois, il n'y a pas de danger pour CP132, qui est protégé, si on fait un court-circuit, tout, c'est pas grave. Il n'y a aucun danger pour l'utilisateur, vu que ce système est isolé par un transfo. On peut éventuellement flinguer le composant que l'on teste. Donc là, il faut faire un petit peu attention. Donc après, c'est pareil. Selon votre niveau en électronique, soit vous avez très bien compris comment ça fonctionne et le fonctionnement des composants, et là, vous n'avez pas besoin de mode d'emploi. Mais si vous êtes un peu plus débutant, ce que j'ai fait, en gros, je vous ai fait un mode d'emploi en français détaillé. Je vous explique pour chaque type de composant, voilà comment procéder. Hein, donc si ça vous intéresse, vous pourrez le voir. Alors je rajoute aussi ici une note en disant que ce truc-là, je déconseille formellement de faire des tests en circuit. Hein, je rappelle que le test en circuit, c'est-à-dire tester un composant sans le dessouder. C'est pas du tout fait pour, ça peut donner des faux résultats, ça peut éventuellement endommager le circuit qu'on teste. Donc voilà, comme je dis, hein, à moins, soit vous savez exactement ce que vous faites, vous connaissez tout, et il y a des cas où je pense que c'est faisable, mais sinon, si vous savez pas, moi je ne conseille pas le truc. Alors voici le schéma de cet appareil, qui on voit est relativement simple. Donc là l'idée c'est qu'il y a ici donc le secondaire du transfo, donc alternatif à 50 Hz, qui doit délivrer au moins 400 mA, voire même 500 par sécurité, ça fait pas forcément de mal. Donc là, alors moi j'ai 25 volts parce que c'est ce qu'il y a dans les tiroirs Tektronix. Après, si vous avez un 24 volts, ça le fera aussi. De toute façon, il faut savoir qu'il y aura de la fluctuation de tension dans la mesure où je rappelle que les tensions nominales des transfos, c'est en charge. Donc selon la charge, la tension bougera un petit peu. Mais il faut savoir que sur cet appareil-là, on ne cherche pas les méga précisions, c'est juste pour faire du test. Donc on n'est pas au volt et au milliampère près. Donc là, toujours, hein, fidèle à mon habitude, là j'ai mis cette petite self qui éventuellement, pour virer d'éventuels parasites HF, bon,
voilà, enfin c'est même pas indispensable, ce petit condensateur de filtrage. Et donc là, soit on a directement la tension alternative, et tension que je redresse de façon mono-alternance, avec ici 2 condensateurs de filtrage, qui vont donc me donner plus et moins 35 volts. Alors pourquoi 35 volts? Parce que je rappelle que une fois redressé, on a la tension crête, et que la tension crête, c'est bien égal à la tension efficace multipliée par racine de 2. Donc là, j'ai bien ces deux plus et moins 35 volts. Alors si on regarde déjà le circuit de charge, il y a ce commutateur là qui permet donc de choisir justement sur la charge alternative ou positif ou négatif. On arrive ici sur les LED qui sont branchées donc une dans l'un sens et une dans l'autre, et donc qui s'illumineront s'il y a du courant qui passe, hein, sachant que j'ai rajouté ici ces diodes de façon à limiter la tension inverse, parce que je rappelle que les LED, elles n'aiment pas avoir des fortes tensions inverses, et de ne pas mettre ces diodes-là, à mon avis, ça pourrait les flinguer. Donc ici, on retrouve là ces 2 diodes, et on voit que ces LED peuvent en plus être shuntés par différentes résistances de puissance qui vont justement déterminer le courant. Donc en gros, quand on est sur cette position-là, il n'y en a pas, c'est-à-dire que c'est vraiment la position la plus faible, c'est que le courant des LED en fait. Après ici, j'ai calculé cette résistance-là pour que, avec les 20 mA qui passent là, ça fasse à peu près 50, 100, 200, 350. Encore une fois, c'est pas au milliampère près ici. Alors attention, et c'est pour ça que je note bien ici les puissances, c'est en calcul, ces résistances-là, elles peuvent dissiper une puissance relativement importante, donc il faut bien sûr les dimensionner ici en conséquence. Après, sur la charge, là, on trouve ce petit poussoir là qui permet, comme vous l'avez vu dans la démo, de couper temporairement la charge. Et ici, cet interrupteur là qui s'appelle Load On-Off, qui, comme j'ai dit, permet de déconnecter complètement la charge, qui en même temps commande ici les 2 indicateurs que je vous ai montré, la petite LED jaune et celle ici de la polarité de la guette. Alors, faut savoir que moi, je n'avais pas d'interrupteur, enfin, j'en avais, mais ils étaient trop grands, 4 positions, donc j'en ai mis à 3 positions seulement. J'ai pas mis celui-là, mais bon, comme généralement ce truc-là il est en position médiane, c'est pas très très grave. Enfin bref, on retrouve ici là la sortie ici anode. Donc là, bien sûr, ce que j'appelle ici cathode, hein, je l'ai appelé cathode anode en référence, on va dire, au thyristor, mais voilà, on va dire si c'est la charge, ça c'est la masse ici. Et alors j'ai rajouté ici ce petit réseau snubber qui est surtout utile, faut dire, pour les thyristors, enfin surtout aussi les triacs plutôt, dans la mesure où bon, c'est pas indispensable, mais toujours conseillé de mettre un snubber aux bandes de triac, ce qui fait que si à un moment donné il y a des transitoires, ça les empêche éventuellement de s'amorcer. Donc voilà pour la partie charge. Donc pour la partie ici commande, donc si on part d'ici, l'idée c'est que la commande, je voulais pas qu'elle dépasse, on va dire en gros 15 volts ou 20 volts, c'est à cause des MOSFET, dans la mesure où les MOSFET, si on dépasse ces tensions-là sur les grilles, généralement, ça les flingue. Et donc, pour limiter la tension, j'ai ici fait ces 2 systèmes-là symétriques qui baissent en fait la tension de 35 volts, on va dire à peu près 12 volts, donc en positif et en négatif. Vous me dites, pourquoi je me suis fait chier avec des transistors? J'aurais pu prendre des régulateurs. C'est ce que je voulais faire, mais si on regarde un 78-12 par exemple, sa tension max d'entrée c'est 35 volts. C'est-à-dire qui peut, à mon avis, dépasser même hors charge. Et c'est pas assez. Donc je me suis dit, voilà, je vais me rabattre sur un bon vieux système à transistor. Hein. Je vous avais déjà montré ça dans une vidéo, une petite régulation série, très classique, avec ici voilà une Zener qui impose en gros une tension sur la base qu'on va retrouver ici sur l'émetteur. J'ai mis ici ces 2 résistances-là de façon déjà à limiter un peu le courant. Bon, enfin voilà, j'ai calculé tout ça pour que, en fonction de la charge qui est variable, hein, bien sûr, ça fasse à peu près le job. Donc là, on voit c'est symétrique. Là, j'ai mis un transistor de légende 2N2219 hein, et son petit copain ici, hein, 2N2905. On peut mettre des 2219A, hein, qu'ils soient A ou pas, ça change pas grand-chose. Voilà, ici un filtrage, ici quand même une petite résistance de charge pour que ça reste quand même chargé quand il n'y a pas de charge dessus, ce qui est préférable. Donc voilà, et pour la partie ici purement alternative, là ce que j'ai fait, j'ai choisi tout bêtement un écrêtage avec 2 diodes Zener tête bêche qui écrètent, on va dire, par une régulation parallèle ici, la tension maximum. Et là bien sûr, là il y a cette résistance là qui chauffe pas mal, chauffe comme prévu en fait, hein, mais ici donc qui en gros absorbe le courant une fois qu'il est écrété. Et là grâce à ce commutateur,
bah, on trouve bien là, qu'on le voit, la tendance positive, négative ou directe. Derrière, on a ici, comme on l'a vu, l'indication. Alors c'est vrai, au début, je me disais comment je fais l'indication. Est-ce que je la mets quand on est en route ou tout le temps? Mais bon, je me suis dit, j'ai préféré la mettre avant, dans la mesure où je me suis dit, comme ça, avant éventuellement de manipuler ça, on a une idée de ce qu'on voit. Ça se discute, et là, donc, on retrouve le potentiomètre là de réglage du courant. Ici, cette résistance talon qui limite à peu près à 100 mA le courant. Attention, pareil, il faut qu'elle tienne quand même éventuellement la puissance. Et qui arrive ici sur la guette, sachant que cette résistance d'amégome, c'est surtout pour les MOSFET, de façon à décharger la capacité parasite de la grille lors du test. Et voilà, on a fait le tour du schéma, hein, donc voilà, qu'on peut voir, il n'y a pas de complexité spéciale. J'ai mis ici la liste des composants. Il y a quelques points importants quand même qu'il faut comprendre, c'est que les commutateurs rotatifs doivent être de type non court-circuitant. Hein, je vous ramène ici sur ma vidéo, là je vous ai mis le lien sur ce sujet. Il y a des commutateurs rotatifs qui, au moment de la commutation, par exemple entre là et là, font un court-circuit entre les deux. Ce qui ici, par exemple, serait assez dramatique. Hein, ça court-circuiterait tout le système. Donc là, il est vraiment important de prendre des systèmes, hein, les Anglais appellent ça des break before make, ici. Une autre chose, c'est que pour le commutateur ici, là, j'ai pas utilisé un commutateur rotatif à 3 positions, j'ai utilisé un interrupteur à 3 positions, mais un interrupteur assez spécial qu'on appelle des on-on-on. Pareil, je vous ai déjà montré ça là, je vous ai mis le lien sur la vidéo, mais rien vous l'oblige. Vous pouvez très bien prendre un commutateur rotatif, non court-circuitant, mais de type qui va bien. Et après, voilà, hein, je rappelle que, comme on l'a vu, il faut des résistances ici de puissance. Et si vous mettez des résistances pas assez puissantes, bah, vous aurez le droit à la fumée. Alors il y en a qui vont chauffer tout le temps. Qu'est-ce qui va chauffer tout le temps? Bah, celle-là, ça c'est sûr, celle-là et celle-là, elles chauffent à peu près tout le temps. Les autres, ça dépend. Celles-là, on voit qu'elles ne chaufferont que si elles sont sollicitées. Elles ne chauffent jamais les 4 ensemble. Ici, de même, celle-là chauffe plus ou moins selon le courant. Alors, c'est vrai qu'on peut se dire, dans la mesure où généralement quand on teste rapidement, on peut peut-être éventuellement mettre des résistances un peu moins puissantes. Ici, je suis sûr que là, si vous mettez même une résistance de 10 watts, même moins, si vous testez très rapidement, ça le fera. Mais c'est un peu jouer quand même avec le feu. Moi, je vous le conseille pas. Le fait de mettre les bonnes puissances dans un boîtier correctement aéré, bah, vous pouvez laisser tout le temps que vous voulez, ça ne posera pas de problème. Si vous mettez des résistances un peu moins puissantes, bah, voilà, vous risquez la fumée magique si vous restez trop longtemps. Donc, moi, je vous le conseille pas, mais après, voilà, c'est à vous de voir. Alors bien sûr, ces résistances-là, on les trouve pas forcément facilement. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des combinaisons. Alors déjà, je voulais pas racheter, donc moi, j'ai pris les résistances que j'avais dans du stock. Mais par exemple, pour la 100 ici, moi, j'ai mis 2 résistances de 220 ohms en parallèle, par exemple. C'est-à-dire que c'était des 8 watts. Ça veut dire que bah là, pour le coup, la puissance, si on les met 2 résistances ici en parallèle, chaque résistance prendra la moitié de la puissance. Donc voilà, et toutes ces résistances-là, j'ai fait des combinaisons. Alors si on regarde les valeurs, on se dit ouais, ça colle pas exactement. Mais en fait, si on regarde bien, comme j'ai dit, ici, l'idée n'est pas d'être précis au milliampère. Donc là, c'est bien sûr à vous de voir en fonction de vos stocks. Ainsi, un petit mot aussi sur ce commutateur ici, là. Alors, on peut trouver ça bizarre, mais c'est un commutateur aussi assez spécial. Vous avez vu, c'est un commutateur que vers le haut, il se bloque, c'est un inverseur qui se bloque et qui a ici une position momentanée quand on va vers le bas. Ça permet de faire la guette, comme on l'a vu, comme un poussoir, vers le bas, et de le bloquer tout le temps vers le haut. Je le vois ici, par exemple, vous voyez, on, off, on entre parenthèses. Si vous n'avez pas ça, bah, rien ne vous empêche soit de mettre toujours un momentané, ou toujours un fixe, ou de mettre un interrupteur classique en parallèle avec le bouton poussoir. Enfin voilà, c'est à vous de voir, en fonction aussi de vos stocks. Alors, qu'est-ce qu'on peut modifier sur ce montage? On peut modifier plein de choses. Déjà, moi, comme j'ai dit, je l'ai fait dans un boîtier TM500, ce qui, à mon avis, intéressera peu de monde. Vous pouvez le mettre dans n'importe quel type de boîtier, à condition qu'il soit bien aéré. Pareil, au niveau des LED, vous avez vu, j'ai mis des LED 10 mm et tout. En fonction de ce qu'on veut, des couleurs, des tailles, on peut aussi faire ce qu'on veut. Les LED, les seuls qui comptent vraiment, c'est ces deux-là. Hein. Celle-là qui monte la mise en route, et ces deux-là, même l'interrupteur et tout ça, on va dire c'est un petit peu du luxe. Si on ne veut pas le mettre, bon, on le met pas. Je veux dire qu'au début, cet interrupteur-là, je l'avais pas mis.
Et je m'étais dit, bon, c'est pas grave, on branche, et puis... Mais bon, c'est toujours un peu chiant, des fois, quand on tripote, d'avoir une charge. Je me suis dit, c'est quand même plus sécurisant de se dire que, voilà, on peut couper la charge, qui permet de la brancher comme on veut, ici. Mais bon, encore une fois, c'est plutôt éventuellement optionnel. Pareil pour Essin, là j'en ai parlé. Et bien sûr, si vous voulez tester par exemple que le Thyristor, que le Triac, ou un certain nombre de composants, vous pouvez bien sûr ne monter que les composants qui sont sollicités. Alors rapidement un mot sur la réalisation. Comme j'ai dit, moi j'ai récupéré un vieux tiroir de silo Tektro 5000 qui sont compatibles mécaniquement avec les TM500. Et j'ai récupéré la carcasse et la contreface, mais encore une fois, vous pouvez bien sûr monter ça dans le boîtier de votre choix. Comme d'habitude, j'ai utilisé Front Designer pour dessiner la face avant, et Front Designer m'a en plus donné toutes les coordonnées, ce qui m'a permis, voilà, avec ma fraiseuse et ma DRO, qui permet vraiment de me positionner de façon très précise, j'ai usiné tous les trous dans une plaque d'aluminium. Ce qui fait qu'à la fin, voilà, j'ai ma face ici usinée, et j'ai là, j'ai découpé là avec une Dremel la contreface pour garder les bords ici en plastique. Alors vous pouvez noter qu'en plus des trous, j'ai usiné là tous les petits trous là qui permettent de mettre les ergots des interrupteurs. Enfin, je rappelle, c'est pour pas qu'ils puissent tourner. Et pareil, là, le trou ici est ovale, à mesure où le potentiomètre il a ces méplats ici sur l'axe, de façon aussi à l'empêcher de tourner. Après, comme d'habitude, j'ai imprimé la face avant sur du papier photo, je l'ai plastifié, avec une plastifieuse tout à fait standard, et là, temporairement, donc j'ai vissé cette face sur la face avant en aluminium, et avec cette lame de cutter très fine, j'ai fait toutes les découpes de trous. Et ce qui, à la fin, voilà, donne ici cette face avant. Alors, comme elle est plastifiée, elle est bien protégée contre les salissures et tout ça. Bon, j'ai eu un tout petit problème, là, de positionnement. Ça fait que là, c'est un petit peu rack. Enfin, bon. Globalement, ça fait quand même, comme on peut le voir, quelque chose de très propre. Derrière, j'ai monté tous les systèmes. Alors, je rappelle que pour monter sans abîmer, justement, les faces avant, ces interrupteurs-là, voilà, on les met ici justement en mettant les petits ergots là dans les trous, et on les serre par derrière, c'est-à-dire avec une clé plate, on vient serrer les écrous. Ici, on ne serre pas par devant, ce qui justement évite d'abîmer les faces avant. Alors on peut voir que c'est un petit peu de travers. Alors c'est un petit peu de travers, mais d'un autre côté, je sais par expérience que vouloir les mettre droit à tout prix, c'est pas évident, parce que souvent on va être obligé de faire un effort dessus, ce qui éventuellement les casse. Donc honnêtement, le mieux étant l'ennemi du bien, je préfère les avoir un tout petit peu de travers, ce qui se voit absolument pas devant, que de vouloir à tout prix bien les aligner, ce qui des fois est pas évident. Et donc j'ai commencé à câbler sur la face avant le maximum de ce que je pouvais faire, de façon à limiter le nombre de fils avec le PCB. Ce qui fait qu'à la fin, voilà, j'ai la face avant complètement câblée, et alors j'ai soudé des fils, sachant que chaque fil est soit repéré par une couleur, soit, comme on peut voir là, avec des étiquettes, de façon à pouvoir les repérer pour quand je vais les brancher. Sachant que j'ai pas prévu de connecteur amovible, donc là, faut pas se tromper, parce qu'une fois que c'est monté, c'est quand même assez pas évident d'aller refaire des soudures ou des trucs comme ça là-dedans. J'ai bien tout vérifié, et là on voit le fameux interrupteur on-on-on à cet endroit-là. Alors comme on l'a vu, c'est un truc qui peut chauffer, et là je me suis dit que ça valait quand même peut-être le coup de faire un peu des aérations dans le tiroir, qui normalement ici c'est plein. Donc j'ai fait ici ces séries de trous, et là pareil, la DRO que j'ai sur ma fraiseuse, elle a un petit programme là qui permet de programmer comme ça des séries de trous régulièrement espacés, et là j'ai utilisé ça avec bonheur. Voilà, on va voir que ça fait quelque chose de très très propre. Alors après, au niveau du PCB, comme je l'ai souvent dit, moi je me fais pas souvent des circuits imprimés. D'abord, c'est pas que je sais pas le faire, j'en ai fait je sais pas combien dans ma vie, mais les circuits imprimés, pour moi, quand je fais un prototype, je trouve que c'est une perte de temps phénoménale. Il faut le router, le dessiner. Après, il faut soit l'envoyer se faire graver, soit le graver, un soler, machin, percer tout. Alors, voilà, pour moi, pour un prototype, ça n'a pas de sens.
D'habitude, je fais ça avec de la protoboard, hein, je vous ai souvent montré ça. Mais ici, sur des gros composants comme ça, c'est pas tellement intéressant. Donc là, je suis parti sur une solution qu'on appelle Manhattan Style. Hein, je vous avais fait une vidéo là-dessus, que j'utilise plutôt en HF, mais ici, fait très bien le job. Donc l'idée ici, c'est de prendre une plaque là d'époxy cuivré comme ça, et après de venir découper des petits îlots, donc soit rectangulaires, soit ronds, et qu'on va venir coller avec de la cyanolite. Et alors bien sûr, comme ici entre les deux il y a le circuit, ben ça et ça c'est isolé. Et derrière, eh ben on va pouvoir comme ça câbler, on va dire en l'air entre guillemets son montage. Alors pour faire les petits pads ronds, là j'ai utilisé ce truc là, je vous avais montré dans un QDN, cette espèce d'emporte-pièce là. Mais bon, moi avec ma Profiform, je peux faire très facilement des rectangulaires, donc voilà. Enfin bon, on peut faire ça de différentes façons. Et donc, voilà, hein, comme on peut le voir, ben voilà, j'ai fait ici ces pads, et j'ai câblé le truc. Ben, on voit ces résistances-là, elles sont pas jeunes, hein, mais tout ça, c'est des résistances que j'avais en stock, qui étaient neuves, hein, peut-être pas celle-là, mais les autres étaient neuves. Plutôt que d'aller racheter des résistances, autant utiliser celle-là. Donc voilà, j'ai tout câblé ici en l'air, en faisant bien sûr attention, hein, même les résistances de puissance, voilà, que même sur PCB, il faut, si possible, les monter comme ça en l'air pour qu'elles puissent se refroidir ici correctement. Et là, pareil, j'ai utilisé des bons vieux CTS 13, là, c'est condensateur de très bonne qualité. Là, donc voilà pour le circuit. Après, bah, j'ai rajouté ici, là, ce circuit là qui permet de faire enfin, de se connecter sur les tiroirs TM500, vu que eux, ils ont des connecteurs de ce style-là. Donc là, il fallait bien sûr que j'utilise ça. Et là, j'ai mis ici ces petits système là de façon, on va le voir tout à l'heure, pour pouvoir bloquer les fils. Et ben voilà ce que ça donne une fois câblé. Et voilà, là j'ai tout monté, j'ai câblé, puis là avec ces colliers là ça fait quand même quelque chose de relativement propre. Et voilà, donc on a ici un tiroir tout à fait pas trop serré, aéré et qui fait le job. Et voilà, donc nous avons ici TT101 CP0132 qui est complètement opérationnel. Voilà donc pour cette vidéo qui est un petit peu plus longue que d'habitude, hein, mais je pense que ça valait le coup quand même de bien détailler ici cet appareil. Et donc si vous voulez vous le fabriquer, hein, je pense honnêtement que voilà, si vous faites du dépannage, des Fab Labs, des trucs comme ça, c'est un petit truc qui pourra quand même très facilement tester les semi-conducteurs les plus courants, ceux de puissance, semi-puissance, hein, que l'on peut rencontrer. Donc, alors pour info, sur le groupe Facebook, je sais qu'il y en a qui sont éventuellement intéressés par le fabriquer, parce que c'est vrai, j'avais fait un petit peu de teasing. Ça fait quelques jours que je monte des bouts de cet appareil sans dire en plus ce qu'il fait, mais bon, c'était histoire de rigoler un peu. Et je sais qu'il y en a qui seraient éventuellement intéressés par faire un PCB hein, de ce montage. Ils m'envoient les gerbères, je les mettrai aussi sur le site, pour ceux que ça peut intéresser. Tiens Maurice, ça gaze Maurice. Ah, qu'est-ce qui se passe? T'as appris que des morceaux de Michael Jackson allaient ressortir? Ah, bah disons, ils auraient peut-être pu l'enterrer avec plus de soin. Que Gâchette, le démon des Thyristor vous fasse de bons déclenchements et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.